peu lié à ce que vient d'évoquer Daniel Roche, c'est-à-dire qu'on a à la fois énormément de phénomènes de l'histoire de l'Europe qui sont communs à beaucoup de pays, qui circulent. Les populations circulent, les inventions circulent, les modèles économiques se diffusent, on pense à la machine à vapeur, à la révolution industrielle, etc. Mais en même temps, chaque fois, c'est redistribué ou réinjecté dans la société spécifique de chaque pays de façon différente. C'est-à-dire que l'industrialisation française, par exemple, ne ressemble pas à l'industrialisation anglaise, bien que on ait envoyé des techniciens anglais en France pour initier les industriels ou les ouvriers aux nouvelles façons de faire. On pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'économie numérique. On voit bien que l'économie numérique se diffuse à l'échelle mondiale, mais dans chaque pays, elle prend des formes différentes. Et bien, l'histoire de l'Europe, c'est un peu ça sur une très longue durée. Il y a beaucoup de choses en commun à tous ces pays ou à toutes ces parties de l'Europe, et en même temps, à chaque fois, ça se décline de façon différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un moment où les choses convergent complètement. Il y a des moments de convergence, et puis il y a aussi des moments de refus, des moments de divergence, des moments d'affrontement, et c'est évidemment ça qu'on retient surtout de l'histoire européenne, c'est tous ces drames qui ont marqué les siècles, que ce soit les grandes guerres au XXe siècle, que ce soit les guerres de religion, que ce soit les guerres civiles. On a l'impression d'un continent qui n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ces convergences ou jusqu'au bout de ces points communs. Donc comment comprendre cette cohabitation d'éléments incontestablement communs d'une civilisation et de possibilités d'échange, de dialogue et de mélange, et en même temps, à chaque fois, il y a toujours un moment où certains de ces éléments de dialogue, de convergence, aboutissent au contraire, c'est-à-dire à l'affrontement, à la compétition, à la guerre. Et donc, est-ce que c'est une fatalité de l'histoire européenne? Est-ce que c'est une sorte de spécificité de ce continent? Puisque, bien sûr, il y a des guerres partout, il y a des guerres dans tous les continents, mais là, on a l'impression qu'on va jusqu'au bout, jusqu'aux extrêmes. Un historien célèbre qui s'appelle Eric Hobsbawm qui a parlé de l'âge des extrêmes. L'Europe serait un peu le continent des extrêmes qui peut passer de choses extraordinairement brillantes comme la construction d'une Europe gothique avec toutes ces cathédrales qui fleurissent d'un bout à l'autre du continent, et puis quelques années plus tard, la guerre de 100 ans, la grande peste, les grandes catastrophes de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est ça qu'il faut essayer de penser ensemble. Pourquoi les Européens cultivent à la fois ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire dans la civilisation. Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des époques, ça dépend des circonstances, mais je pense que c'est lié justement à la diversité interne de ce tout petit continent, puisque c'est un tout petit continent quand on compare à l'Asie, à l'Afrique ou aux Amériques, et donc sur un tout petit continent, on a des choses extrêmement contradictoires, extrêmement contrastées, et qui font à la fois cette dynamique positive, mais aussi, dans certains moments, des dynamiques négatives. Alors, on va peut-être revenir à notre point de départ, qui était les circonstances d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans ces moments un petit peu clés où on peut basculer d'un côté ou de l'autre, puisque d'un côté, on a eu 50 ans de paix, 50 ans de construction, 50 ans de rapprochement. On a eu quand même 3 miracles successifs. Le miracle de 45, c'est-à-dire la reconstruction de l'Europe occidentale. Le miracle de 75 et suivante, la fin des dictatures dans l'Europe du Sud. Et un troisième miracle, la fin des États soviétisés et des dictatures communistes après 89. Donc 3 moments où on a l'impression que l'Europe va dans le bon sens, se réunifie progressivement de plus en plus largement, et en même temps aujourd'hui, il y a un moment de doute, il suffit de penser aux événements italiens actuels, il suffit de penser aux différents référendums, il suffit de penser à la montée des partis populistes anti-européens un peu partout en Europe. Donc est-ce que nous sommes en train de repartir dans le mauvais sens du cycle après 50 ans de montée vers l'unité et l'unification? Donc notre livre n'a pas évidemment vocation à prédire l'avenir, malheureusement, il faudra encore plusieurs centaines de pages, mais en tout cas, il peut peut-être donner au lecteur l'idée que le pire n'est jamais sûr, puisqu'on a eu ces retournements rapides dans certaines époques, et en même temps, on a tous les exemples de ce qui a mal marché, et donc on peut peut-être tirer l'exemple de pourquoi les gens n'ont pas vu le danger, pourquoi les gens ont-ils été au bout de la catastrophe, et peut-être tirer au moins des leçons il y a des moments où il y a des choix décisifs, et il faut savoir s'arrêter au bord du précipice. Donc peut-être notre livre sera, en tout cas je l'espère, un des éléments pour essayer de ne pas aller dans le mauvais sens et de tirer des éléments positifs de cette histoire compliquée.
Oui, donc ça pourrait paraître étrange qu'on ait un article sur l'affaire Dreyfus qui semble une affaire vraiment franco-française, qui a divisé la France, qui a secoué la Troisième République entre 1894 et 1906. Et pourtant, moi je me suis attaché à ce sujet dans la perspective de cette encyclopédie européenne parce que c'est aussi une affaire qui a concerné l'Europe dans toutes ses dimensions. D'une part parce que, évidemment, au départ, c'est une affaire d'espionnage, donc ça met en cause les relations entre la France et l'Allemagne, mais ça met aussi en cause les relations avec l'Italie, puisqu'il y a aussi une alliance entre l'Allemagne et l'Italie à l'époque, donc il y a eu des échanges en termes de renseignements et d'espionnage, puisque c'est une affaire d'espionnage. Et puis ça a mis en cause progressivement, au fur et à mesure que l'affaire est découverte et qu'elle prend de l'ampleur dans le débat politique, ça a mis en cause de grands principes très généraux de la vie publique de toute l'Europe. Puisque qu'est-ce qui est en jeu finalement? C'est d'une part de savoir d'abord qui est coupable, donc affaire de justice, mais qui a eu intérêt à désigner ce coupable dont on a découvert progressivement qu'il n'était pas le coupable. Et là on voit que derrière cette affaire d'espionnage, il y a en réalité des grands courants politiques. D'abord l'antisémitisme, puisque si on a choisi un capitaine juif, c'est parce qu'on soupçonnait a priori les juifs, on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient dans la nation. Enfin, il y a tout un regard suspicieux de la part de certains partis politiques et en particulier des militaires face à la présence de juifs dans l'armée. Donc il y a vraiment une dimension antisémite et l'antisémitisme est un mouvement européen à cette époque. Donc ça permet de montrer l'ampleur de la diffusion de l'antisémitisme en Europe à cette époque. Deuxième élément global de cette affaire, c'est le nationalisme, puisque bien sûr il y a des intérêts nationaux qui sont en jeu dans ce débat franco-allemand, mais il y a plus globalement la question de qu'est-ce qu'il faut privilégier dans une société. Est-ce que c'est la raison d'État ? Est-ce qu'on doit couvrir une affaire où il y a eu une erreur, mais enfin après tout c'est un individu, c'est plus dangereux de raconter la vérité que de couvrir cette erreur. Et donc, est-ce qu'on privilégie les droits de l'individu, est-ce qu'on privilégie les droits de l'homme, ou est-ce qu'on accepte au contraire de remettre en cause la raison d'État? Et ça, évidemment, ça divise profondément non seulement les gouvernements, puisque ça met en cause leur autorité, mais ça met en cause plus généralement les modèles politiques qui existent en Europe à cette époque. La France est la seule république européenne à l'époque, c'est la seule vraie démocratie à l'époque, et on découvre que ce pays qui se veut le parangon des droits de l'homme, le parangon de la liberté et de la démocratie, peut tolérer une erreur judiciaire, peut même s'obstiner à ne pas la révéler, et il faut toute une campagne de presse, toute une mobilisation des intellectuels, de groupes politiques, d'associations, pour arriver à obliger le gouvernement à revenir sur cette erreur. Donc ça montre bien la fragilité de la démocratie en Europe, même dans le pays qui pourtant était à l'avant-garde de cette démocratie. Alors tout le monde évidemment se passionne pour ça, parce que d'autres pays ne sont pas encore en démocratie, mais il y a des forces à l'intérieur de ces pays qui souhaiteraient être en démocratie, donc ça les interroge. Est-ce que les Français ont bien inventé la démocratie? Est-ce que les Français ont bien un modèle de démocratie efficace? Et tout ça va susciter évidemment toute une série de débats politiques. Et puis ça pose aussi la question plus générale du rôle de la presse, puisque toute cette affaire a pu se développer, a pu devenir une affaire qui concerne toute la société, parce qu'il y a eu une presse indépendante qui s'est attachée à mettre en lumière les irrégularités du procès, à mobiliser l'opinion pour essayer d'obliger le gouvernement à revenir en arrière. Et puis, évidemment, la presse est devenue un instrument de combat politique. Et ça, c'est évidemment une question qui se pose à l'échelle de toute l'Europe à l'époque. La France a le privilège d'avoir une presse beaucoup plus diverse, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus libre que les autres pays, mais ça donnera évidemment des ambitions nouvelles aux journalistes dans d'autres pays. Et on verra dans les années qui suivent l'affaire Dreyfus en particulier d'autres affaires du même type ou similaires en Espagne, en Finlande, en Allemagne, en Italie, qui vont reprendre finalement les mêmes procédés de combat politique, les mêmes justifications de ce combat politique pour mobiliser l'opinion publique. Et donc là, on voit comment quelque chose qui était très franco-français devient progressivement un événement européen et sert aussi de modèle pour d'autres épisodes ultérieurs, aussi bien au XXe siècle que même encore aujourd'hui, puisqu'on sait bien que ces questions des droits de l'homme, ces questions de l'intolérance religieuse sont des questions tout à fait actuelles.